L'année dernière, nous avions eu la neige. Aujourd'hui, nous avons le verglas, mais nous sommes presque à l'heure. Par conséquent, on va pouvoir aborder ce sujet des méthodes de diagnostic rapide en microbiologie. En particulier, j'avais proposé ce sujet l'année dernière parce que, après 40 ans d'expérience dans, je dirais, la direction d'un laboratoire de diagnostic, ça me paraissait intéressant, compte tenu des évolutions, de la rapidité de ces évolutions, d'aborder cet aspect du diagnostic. En effet, nous sommes dans l'obligation de répondre de plus en plus vite et de manière de plus en plus précise. Et bien sûr, je prendrai un grand nombre d'exemples dans le domaine de la bactériologie que je connais beaucoup mieux. Alors, quelques peut-être petites définitions. En particulier, lorsqu'on parle de méthode de diagnostic rapide, on va essayer d'évoquer cette notion, en particulier dans le PST, le Patient Self-Testing ou le Home Testing, qui sont des tests qu'on va réaliser dans la maison. Le patient lui-même réalise ces tests. Par opposition, un petit peu, on va parler de doctor test ou de physician office labs ou de POL pour les tests qui sont réalisés par le médecin lui-même. Par ailleurs, on parle aussi de point of care testing ou le POC. Ce sont des tests qui sont prescrits au sein d'une institution médicale. Bien sûr, nous, en principe, sommes dans des hôpitaux, en particulier au service des urgences, au niveau d'un dispensaire, par exemple dans une ambulance, haute possibilité. Mais ces tests-là sont réalisés en dehors de l'enceinte du laboratoire. Or, il faut savoir, en particulier dans mon pays, je vais parler de la Gaule, nous avons des obligations légales et la biologie ne peut être exercée que par des biologistes. Et en particulier, apparaît une notion de biologie délocalisée, parce que le biologiste est responsable de l'exécution de ces tests, disons dans le cadre, par exemple, d'une institution médicale. Alors, il existe de nombreuses autres dénominations pour ce type de tests, en particulier anglo-saxonnes. Je les ai marqués ici, le bedside testing, le near patient testing, etc. Nous, on parle plutôt de tests de diagnostic rapide, de CART test. Alors, ces tests de diagnostic rapide en France, comme je l'ai précisé précédemment, sont réalisés dans notre pays, rarement par le patient, mais plutôt par le médecin généraliste dans son cabinet, et par ailleurs, peuvent être réalisés dans une unité de soins. J'évoquais précédemment les services d'urgence, et par ailleurs, bien évidemment, nous utilisons quelques tests de diagnostic rapide au sein de nos laboratoires de biologie médicale. Et pour ce type de test, en France, ces tests sont sous la responsabilité du biologiste, et en particulier, il s'agit d'avoir suivi une formation de 4 années. Alors, c'est évident, si vous voulez, que ces tests de diagnostic rapide ne peuvent pas être exécutés n'importe comment. Plus ils sont rapides, plus ils peuvent être mal exécutés, parce que c'est très facile, et que par conséquent, il est absolument impératif d'avoir des contrôles de qualité externes pour être sûr de la validité des réactifs, et d'autre part, des contrôles de qualité internes. Par ailleurs, en France, nous avons, dirigé par l'APSAF, une réactovigilance, et régulièrement, on a des réactifs qu'on est obligé d'enlever, d'éliminer, parce qu'ils ne sont pas conformes compte tenu des performances qui sont requises. Alors, lorsqu'on veut utiliser ces tests rapides, en particulier, on aura toujours en tête la notion en particulier de sensibilité. La sensibilité, si vous voulez, c'est une mesure de la fréquence des tests positifs chez les malades, et en particulier la sensibilité va mesurer les vrais positifs chez les malades. Par ailleurs, cette sensibilité, donc c'est une probabilité de mettre en évidence la maladie lorsqu'elle est présente. On va aussi rechercher
dans l'évaluation de ces tests la spécificité. C'est-à-dire que la spécificité va mesurer la fréquence des tests négatifs chez les sujets sains. Et donc cette spécificité va être encore une probabilité de bien déceler l'absence de la maladie. Alors, les autres caractéristiques qu'on devrait avoir pour ces tests de diagnostic rapide sont en particulier ce qu'on appelle la VPP. La VPP, c'est en fait, si vous voulez, une probabilité d'avoir la maladie quand le test est positif. On va l'opposer à la valeur prédictive négative, celle d'avant, c'est la valeur prédictive positive. Eh bien, la valeur prédictive négative, c'est la probabilité de ne pas avoir la maladie quand le test est négatif. Alors, ce sont des valeurs ou des probabilités qu'on calcule. Je vous ai mis ici, donc, si vous voulez, les calculs possibles pour mesurer cette VPP et cette VPN. Elles dépendent de la sensibilité et de la spécificité ainsi que de la prévalence de la maladie. Donc on peut, si vous voulez, calculer relativement facilement ce type de paramètres. Ils sont donc essentiels. Alors, les méthodes de diagnostic rapide, je crois qu'on peut faire un distinguo entre des méthodes de diagnostic très rapides, c'est-à-dire qu'au laboratoire, on va obtenir la réponse dans un délai de quelques minutes. Je vous ai indiqué ici un délai de moins de 30 minutes et en particulier, il y a des tests qu'on utilise relativement facilement. Nous, dans tous les services hospitaliers, on utilise par exemple un test que vous connaissez, qui est le test de la bandelette urinaire. Mais il est bien évident, si vous voulez, que vous avez des tests beaucoup plus intéressants que l'on appelle bandelettes ou des savonnettes qui sont de type immuno-empreinte. Alors, par opposition, vous avez des bonnes vieilles méthodes, et malheureusement, elles ne sont pas toujours faciles à utiliser, pas toujours bien utilisées, qui est l'examen direct en microbiologie, en particulier en bactériologie, l'examen direct par utilisation d'un microscope, donc pour l'examen d'un produit pathologique, par exemple à l'état frais, on prélève directement le produit, par exemple une urine, un liquide, en particulier un liquide céphalorachidien, entre l'âme et la mêle. On a donc en quelques minutes des réponses qui peuvent être très orientatives pour le diagnostic. Par ailleurs, on a des colorations. Alors, ces différentes méthodes très rapides, en particulier, voilà, il faut bien sûr un microscope pour ce type d'examen. Alors, je vais évoquer rapidement la bandelette urinaire. Alors, la bandelette urinaire, elle est représentée ici, vous voyez, vous la trempez après avoir prélevé, donc, comme des urines. Il s'agit de la bandelette urinaire, à partir, donc, si vous voulez, de ce type de prélèvement. Et cette bandelette urinaire va avoir un certain nombre de possibilités de détection de différents marqueurs. En particulier, vous avez 8 marqueurs. Vous avez donc ici une bandelette témoin, qui est ici sur le flacon qui contient les bandelettes. Et voilà de la bandelette qui a été introduite dans l'urine. Alors, les différents tests qui sont, disons, détectables, ou les paramètres détectables, vous avez par exemple le paramètre 1, voilà ici le contrôle négatif, voilà ici l'échantillon d'urine qui a été examiné. On voit un changement de couleur très évident. Par conséquent, ça indique une leucocyturie. Vous pouvez rechercher la présence ou pas de nitrite. Certaines bactéries, comme les entérobactéries, sont nitrate réductase positives. Donc c'est un test qui va orienter un petit peu sur l'étiologie. Parmi les autres paramètres, vous pouvez examiner les protéines, le point isoélectrique en 4, la présence de sang, donc une hématurie en 5, par ailleurs, par exemple, des corps cétoniques ou du glucose. Donc le test de la bandelette est un test qui est très utilisé dans nos hôpitaux en particulier, et dans cet exemple du malade, il s'agissait de l'urine qui était ici, vous voyez, c'est une urine trouble, c'est une urine pathologique, et en particulier, on voit donc ici une pyurie en 1, une protéinurie en 3, et la présence de sang, donc une hématurie en 5. Donc le test de la bandelette urinaire, c'est un vieux test, très ancien si vous voulez, et il est très intéressant, en particulier parce que
on a à l'heure actuelle, si vous voulez, des valeurs de sensibilité, de spécificité, la VPN et la VPP. Pourquoi le test de la bandelette urinaire est un test qui peut être très utilisé? Parce que, en particulier, chez la jeune femme, dans le cadre d'une infection urinaire aiguë de type cystite, la sensibilité est de 90%, la spécificité de 70%, et la valeur prédictive négative, elle est de l'ordre de 99%. Par conséquent, lorsque vous avez des urines limpides, avec une bandelette négative, on n'est pas dans l'obligation de continuer l'examen, disons, cytobactériologique des urines. Alors, par ailleurs, la valeur prédictive positive est nettement moins bonne, elle varie de 40 à 90%. Alors, si on regardait maintenant les tests de manière plus précise de diagnostic direct, et en particulier, je pense aux bandelettes ou aux savonnettes, il faut savoir, si vous voulez, que ces tests, à l'heure actuelle, sont utilisés de manière variable, selon, je dirais, le développement du pays. En particulier, on va voir à l'aide d'exemples que ces tests-là sont très intéressants, disons, dans des pays qui sont par exemple le Laos ou Madagascar, car ces bandelettes, si vous voulez, vont permettre de donner une réponse rapide aux autorités sanitaires et aux médecins, en particulier dans un contexte d'urgence lié à la gravité de la maladie. Il peut s'agir de maladies qui peuvent être épidémiques et compte tenu, si vous voulez, de l'infrastructure hospitalière ou de biologie, de possibilités de diagnostic biologique, ces tests-là pourront être utilisés par, non pas des biologistes, mais je dirais du personnel infirmier sur le terrain. Et donc, si vous voulez, elles sont très intéressantes. Et en particulier, à partir du moment où on a fait le diagnostic rapidement, on pourra, si vous voulez, à ce moment-là, déclencher après confirmation, si vous voulez, par des examens plus de référence, l'existence ou pas de ce processus infectieux épidémique et à ce moment-là prendre en charge rapidement les malades. Alors, il est bien évident, si vous voulez, que la bandelette va orienter, on va voir qu'il y a des possibilités d'erreur, mais que très souvent, si vous voulez, il faudra être certain qu'il s'agit d'un diagnostic de certitude ou de quasi-certitude, puisque donc on va vite déclencher des mesures appropriées par rapport à la réponse positive. D'autre part, ces tests, si vous voulez, devront répondre à un objectif qui est un délai très court, 1 minute par exemple, hein, donc de quelques minutes. En général, c'est ce qu'on observe. Et d'autre part, ils doivent être utilisés dans l'urgence et par conséquent n'importe où au domicile du malade, les maisons de retraite, dans un centre de soins, etc. D'autre part, ces bandelettes sont faciles à manipuler avec un encombrement très faible, puisque vous avez vu tout à l'heure pour les bandelettes urinaires, elles sont dans un tube de verre. Par conséquent, si vous voulez, ceci ne nécessite pas, dans un dispensaire, un centre de soins, d'avoir des équipements plus lourds, comme par exemple centrifugeuses, etc. Et enfin, pour terminer, très souvent, on va rechercher des réactifs qu'on conserve à température ambiante. Alors, par ailleurs, il est évident qu'il faut un minimum de réactifs complémentaires. On trempe la bandelette dans le produit pathologique et au bout d'1 minute, on observe la réponse. Alors, si on regarde quelques inconvénients, malheureusement, je l'indiquais précédemment, le résultat obtenu doit souvent être confirmé par une méthode de référence. Hein. Surtout pour certaines, je dirais, maladies épidémiques, il y a des possibilités de faux positifs. Hein. Et que par ailleurs, un résultat positif n'exclut pas, je dirais, la présence d'un autre pathogène. Et en particulier, on a toujours cette expression en bactériologie, on dit toujours un train peut en cacher un autre. Par conséquent, il faut avoir en tête qu'un résultat positif n'exclut pas la présence d'un autre pathogène. Par ailleurs, un résultat négatif n'exclut pas la présence du pathogène que vous recherchez. En effet, il y a des seuils de sensibilité et que par conséquent, le test a été utilisé trop tôt et que malheureusement, si vous voulez, il va falloir le répéter au bout de quelques jours et là, peut-être qu'il viendra positif. Hein.
Par ailleurs, on va voir que les tests sont souvent applicables qu'à un type de prélèvement. Par exemple, la recherche d'un antigène de Legionella, on la pratique couramment à partir d'urine. Il y a donc un type de prélèvement, alors qu'il s'agit très souvent d'une pneumopathie aiguë, et on aurait plutôt tendance à dire qu'il faudra un test, si vous voulez, qu'on va utiliser pour une expectoration, une aspiration bronchopulmonaire, par exemple. Bon, pour le moment, un type de prélèvement. Par ailleurs, ces tests sont d'une telle sensibilité que très souvent, le malade a été traité, le germe a pratiquement été éradiqué, mais vous diagnostiquez encore la présence d'antigènes. C'est-à-dire que plusieurs jours, semaines après l'infection, le test est toujours positif. Donc il faut savoir, si vous voulez, malheureusement, ce type d'inconvénient. Par ailleurs, moi je suis toujours inquiet parce qu'il fut une époque où le diagnostic de la légionellose en France était relativement cher avec ce test des bandelettes et que par conséquent, très souvent, on aura toujours peut-être dans la tête que si on doit utiliser plusieurs bandelettes, le coût va être non négligeable. Et puis, il y a un inconvénient en France parce que nous avons une législation, et en particulier dans le cadre de la biologie délocalisée, il est extrêmement important de bien définir les responsabilités. Alors, les tests donc très rapides du test de la bandelette, quel est le principe? Très rapidement. Premièrement, je viens de l'évoquer pour la légionellose, on va rechercher dans beaucoup d'exemples la présence d'un antigène. Donc, c'est-à-dire qu'on recherche, si vous voulez, des constituants de l'agent pathogène qui peuvent être, par exemple, liés à la capsule, un lipopolysaccharide, liés à une protéine produite par la bactérie, donc différents types de constituants. Les principales techniques, elles sont bien connues. Vous avez une technique relativement ancienne que l'on appelle l'agglutination de particules de latex qui sont sensibilisées par des anticorps, si possible monoclonaux, hein, mais ça n'est pas obligatoire, et ça va permettre, par exemple, la détection d'antigènes, par exemple polyosidiques solubles dans les liquides biologiques. Donc on peut rechercher la présence, si vous voulez, de ces polyosides dans du sérum, du sang quelquefois, des urines ou du LCR. Et vous avez ici un schéma, donc vous avez vos anticorps qui sont fixés spécifiques, si possible monoclonaux, sur des particules de latex. Lorsque vous avez la présence d'antigènes bactériens, vous avez une agglutination, comme l'indique, je dirais, le paragraphe agglutination de particules de latex, et par conséquent, vous avez des agglutinats qui vont être visibles à l'œil nu et qui apparaissent très rapidement. Je vous ai pris ici un exemple d'agglutination. On voit très bien ici une réaction positive d'agglutination. Les particules sont très visibles à l'œil nu. Et vous avez ici une agglutination négative. Vous avez un deuxième principe qui est, disons, à l'heure actuelle, plus utilisé, qui est celui de l'immunochromatographie sur membrane, sur bandelette, si vous voulez, c'est le test de la savonnette. Et en particulier, vous avez ici l'exemple d'une urine. Je pensais à la légionellose, le diagnostic de la légionellose. On va prélever de l'urine chez un malade. On va plonger, si vous voulez, c'est une bandelette ici. On va la plonger dans l'urine. C'est une membrane de nitrocellulose. Et si l'antigène légionnel est présent dans ces urines, ces antigènes vont se lier donc à des anticorps qui sont contenus dans la membrane de nitrocellulose. Ce sont des anticorps spécifiques, bien évidemment, marqués à l'or colloïdal, et sous l'effet d'un tampon lyse-migration, les complexes antigènes-anticorps vont donc migrer par capillarité, ceci est donc très rapide, et vont être ici arrêtés par des anticorps de capture qui sont fixés sur la membrane. Donc un résultat positif va se caractériser par l'apparition ici d'une deuxième bande. Vous avez ici une bande qui est une bande de contrôle positif. Voilà ici représenté un test, peut-être qu'il n'est pas hyper visible, mais vous pouvez me faire confiance. Je vous le montrerai plus loin. Donc ça, c'est l'immunochromatographie
sur membrane utilisée par exemple dans le diagnostic rapide de la légionellose. Vous avez la deuxième possibilité, maintenant vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez rechercher des anticorps et pas des antigènes. Malheureusement, si vous voulez, en présence d'une réponse positive, d'un diagnostic positif, lorsqu'il s'agit d'un pathogène, dès qu'on parle de sérodiagnostic, on est un petit peu plus gêné parce qu'il y a beaucoup plus de fausses réactions, hein, et que par ailleurs, si vous voulez, il faut quelquefois rechercher une séroconversion et donc il faut répéter l'examen. Alors, ce qui va être intéressant peut-être dans la détection d'anticorps, compte tenu de la réponse immunitaire habituellement observée dans le cadre d'une infection, vous avez d'abord les premiers anticorps qui apparaissent, ce sont les IgM, hein, et après, dans votre réponse immunitaire, vous avez les IgG. Donc, on peut essayer de rendre la réponse beaucoup plus spécifique, en particulier en essayant de détecter d'abord les IgM. Donc, le principe est le même que précédemment, c'est l'immunochromatographie sur membrane. Vous effectuez, puisqu'il s'agit de recherche d'anticorps, par exemple dans le sérum, dans le sang, principalement, et donc on a exactement le même phénomène. La seule différence ici dans la bandelette, vous avez des anticorps, des antigènes, pardon, alors tout à l'heure on avait des anticorps. Donc vous avez migration d'anticorps qui se lie à l'antigène conjugué à un révélateur, hein, de type colloïde de sélénium, et là vous avez comme tout à l'heure une migration possible de ces complexes et un arrêt, puisque vous avez ici vous avez les anticorps, donc si vous voulez conjuguer aux complexes antigènes et révélateurs, qui vont donc migrer, qui se lient spécifiquement aux antigènes, et comme précédemment, vous avez la formation d'un trait. Hein? Donc c'est le même principe, si ce n'est que dans ce cas-là, on détecte des anticorps. Alors il existe d'autres techniques, malheureusement, ces techniques, elles sont rapides, mais malheureusement, ce sont des techniques de type ELISA. Et que par conséquent, lorsqu'on parle de technique ELISA, c'est-à-dire qu'on va détecter la formation des complexes formés, hein, et malheureusement, ceci, par exemple, vous avez aussi la mesure d'une activité enzymatique en utilisant, là encore, des complexes ELISA. Et malheureusement, qui dit complexe ELISA, ce sont des techniques très rapides, très fiables, très connues. Malheureusement, comme vous l'avez ici, c'est des techniques qu'il faut déjà un laboratoire. Par conséquent, je vais passer rapidement sur ce type de technique. Alors, quelles sont les applications actuellement des tests de diagnostic rapide? Alors, je vais vous donner un petit peu mon expérience et puis celle qu'on a pu observer dans d'autres pays. En France, les tests de diagnostic rapide, en particulier, sont possibles dans le cadre d'une angine chez l'enfant en particulier ou chez l'adulte qui a dans un contexte clinique particulier. Et le test de diagnostic rapide de l'angine, hein, permet d'optimiser la prescription d'antibiotiques. Vous savez qu'un antibiotique n'est pas automatique. On a comme ça diminué la prescription des antibiotiques en France en quelques années de 25 à 30%. Eh bien, le TDR est très utilisé par les médecins, pas par les malades, en particulier dans les cabinets médicaux, et donc c'est un outil d'aide à la prescription. Alors, donc, ça doit être prescrit, c'est un test maintenant qui a une certaine recul, donc on sait que c'est un très bon test immunoenzymatique qui doit être prescrit dans le cadre d'une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée. On va détecter l'antigène de groupe, un antigène polysaccharidique de streptocoque pyogénèse du groupe A, donc c'est une détection très précise. Malheureusement, peut-être, le seuil de détection, il faut à peu près 10 puissance 5 bactéries, unités formant colonie. La sensibilité est excellente, 95%. La spécificité supérieure à 95%. La valeur prédictive positive, dans ce cadre clinique très précis, supérieure à 90%. Et par ailleurs, la valeur prédictive négative supérieure à 96%. Donc c'est un test à l'heure actuelle qui est très utilisé par les médecins et qui est donc recommandé par nos autorités, en particulier par l'APSAS, la Société française de pathologie infectieuse. Donc vous avez ici, disons, la technique qui est nécessaire pour révéler ces bandes.
Donc il suffit de faire un prélèvement de gorge à l'écouvillon, disons, apposer son écouvillon sur les amygdales, disons, enflammées. Vous avez des réactifs que vous mélangez. Vous allez agiter ici, presser votre écouvillon sur ce liquide qui a été introduit dans un tube. Et après un certain temps, vous allez mettre votre bandelette. Donc au plan technique, c'est très facile. Nos médecins de médecine générale effectuent très aisément ce test. Alors je vous ai mis ici par exemple en bas. Donc voilà ici des bandelettes. Hein, j'espère que vous les voyez de loin, vous les verrez sur les diapositives. Vous avez ici la bande, le contrôle positif ici, et vous avez ici du moins le contrôle, et vous avez la deuxième bande pour ces 3 échantillons et pas pour les autres échantillons. Donc c'est très facile, c'est une méthode très rapide, disons en 1 minute. Alors à l'heure actuelle, nous avons des recommandations précises pour ce test, c'est en fait plutôt pour les cliniciens, pas pour les biologistes. En particulier, on doit utiliser ce test, il y a un seul libellé d'autorisation de mise sur le marché pour des angines documentées à streptocoque du groupe A, hein, et en particulier, il s'agira d'angines érythémateuses ou érythématopulsacées chez l'enfant de plus de 3 ans et d'autre part, plus rarement, chez l'adulte avec des scores de gravité qui sont bien définis de Mac-Isaac. Hein. Donc, si vous avez un test qui est positif, vous faites une antibioprophylaxie ou antibiothérapie, puisqu'il s'agit quand même d'une angine rouge ou érythémateuse à base d'amoxicilline. Donc, si vous avez une allergie, on vous indique les autres bêta-lactamines ou autres familles d'antibiotiques à utiliser. Donc, le test de diagnostic rapide pour le diagnostic de l'angine est très utilisé. C'est un excellent test. Alors, puisqu'on est dans les angines, à l'heure actuelle, vous avez d'autres tests qui existent, pas en France, parce qu'on n'a pas très rarement des angines à fausse membrane, en particulier, qui sont liées à la présence de bacilles. Ici, c'est un prélèvement de fausse membrane, vous voyez peut-être pas très bien. Vous avez donc une coloration de grammes qui met en évidence des bacilles de type Corynebacterie. Vous avez ici donc cette fausse membrane. Donc il existe un test, c'est pareil, vous faites un prélèvement au niveau de l'exsudat pharyngé, et là vous avez un test qui est identique au précédent, c'est une immunochromatographie sur bande ou membrane, mais ici les anticorps monoclonaux vont détecter la toxine diphtérique en particulier, qui sont dirigés contre le fragment alpha. Donc vous avez une détection qui est en 10 à 15 minutes, et les valeurs que j'ai retrouvées sur un grand nombre d'observations, en particulier par rapport à la méthode de concordance, qui est par exemple la recherche de la souche toxinogène par un test d'immunoprécipitation, mais pas de PCR dans ce cadre-là, 99% de concordance, très bonne sensibilité spécifique. Bon, le seul ennui, c'est que je ne sais pas si j'ai trouvé qu'un seul réactif qui est commercialisé en Angleterre. Nous, en France, on ne l'utilise pas, donc, si vous voulez, on n'en a pas l'expérience, je ne peux pas en parler plus. D'autre part, maintenant, vous avez des antigènes que vous allez détecter dans les urines. J'ai évoqué à plusieurs reprises le diagnostic de maladies comme, par exemple, la légionellose, hein, dans le cadre d'une pneumopathie aiguë. Voilà ici représenté un réactif, il y a beaucoup de réactifs, avec la bandelette, et vous avez ici le prélèvement d'urine qui arrive, disons, que vous avez la possibilité d'examiner, et ici, voilà le test donc positif. Alors, cette recherche d'antigènes dans les urines, si vous voulez, peut entrer dans le cadre d'une stratégie de diagnostic. Et en particulier, nous en France, si vous voulez, on va s'apercevoir que la place des bandelettes est relativement peu importante, parce que lorsque vous avez un malade, mettons, de 50 ans, gros fumeur qui arrive aux urgences, en particulier, donc, on va mettre en route, si vous voulez, dans le cadre d'une pneumopathie aiguë communautaire, on va mettre en route non seulement la recherche d'antigènes dans les urines, mais en plus d'autres tests très importants, comme l'hémoculture. En particulier, donc, on connaît l'importance de la détection du pneumocoque dans les hémocultures, de 30 à 50% des étiologies,
mais la bactériémie n'est pas toujours positive, que de 2 à 20%. Hein. Par ailleurs, on peut mettre en route un diagnostic moléculaire par une méthode rapide, mais qui est un petit peu complexe, pour rechercher, je dirais, Mycoplasma pneumoniae ou chlamydia ou chlamydophila pneumoniae. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs techniques possibles pour essayer d'évaluer l'importance ou faire le diagnostic de cette pneumopathie. Bon, il n'empêche que dans un cadre clinique très précis, le clinicien qui a pris en charge le malade va demander une recherche d'antigènes dans les urines. Donc on a une demande, une prescription médicale qui est donnée par le médecin. Voilà ici donc la recherche, par exemple ici, de pneumocoque dans les urines. Test rapide, 15 minutes. C'est l'immunochromatographie sur membrane. Hein, donc prélèvement d'urine au cours des pneumopathies. Tous les sérotypes sont détectés. Hein, et par conséquent, on va s'intéresser, est-ce qu'il est spécifique ou pas? Eh bien, très bonne spécificité chez l'adulte. Le seul ennui, c'est que malheureusement, le malade a pu recevoir en ville des antibiotiques. En fait, il est traité de son infection, mais la décharge d'antigènes est toujours positive dans les urines. Hein, et que par ailleurs, comme c'est un test qui est très sensible, il va être positif pendant plusieurs semaines. Hein. Par conséquent, la recherche d'antigènes pneumococciques dans les urines présente un certain nombre d'inconvénients. En particulier, j'ai essayé de retrouver dans le cadre de pneumopathie aiguë communautaire, voilà des séries hospitalières. Lorsque vous avez l'hémoculture positive, vous regardez la positivité du test, c'est pas plus de 95%. Donc malheureusement, si vous voulez, il ne détecte pas, il n'est peut-être pas assez sensible, puisque vous avez ici, selon les séries hospitalières, des pourcentages de détection qui varient de 77 à 89%. Maintenant, c'est le cas d'une pneumopathie aiguë communautaire qui est probable, hein, et en particulier, on s'aperçoit que les fréquences de détection sont une fois sur deux. Par conséquent, si vous voulez, pour nous, on considère que la recherche de cet antigène dans le cas d'une pneumopathie n'est pas suffisante et que donc on met en œuvre d'autres méthodes de diagnostic. En revanche, le diagnostic de légionellose est un diagnostic qui, par la détection de l'antigène dans les urines, est un excellent test, et en particulier, on le voit, lorsqu'on a disposé dans les années 96-97 de bandelettes de détection unitaires, c'est-à-dire que tous les laboratoires ont pu les utiliser. Vous avez ici donc le nombre de déclarations de maladies du légionnaire en France en fonction du temps. Et à partir du moment où on a introduit l'antigène, on s'est aperçu que vous aviez le nombre de déclarations, puisqu'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire, hein, le nombre de déclarations a considérablement augmenté, compte tenu, je dirais, de la difficulté de mettre en œuvre la recherche de Legionella. Bon, il faut simplement penser que cette recherche est très satisfaisante en fonction du contexte clinique, et c'est donc une demande précisée. Alors, je répète ce que j'ai dit peut-être pour le pneumocoque, c'est un test rapide d'immunochromatographie sur membrane, on le recherche dans les urines dans le cas d'une pneumopathie aiguë, en particulier le test est très précoce, hein, donc dès la 24e heure il peut être positif, malheureusement il est très tardif, même inconvénient que précédemment, c'est-à-dire des malades, un an après, peuvent donner un test positif. Hein. Autre inconvénient, il va ne détecter qu'un sérogroupe de Legionella pneumophila, le sérogroupe 1, hein, c'est-à-dire 80% des légionelloses. Donc la recherche de l'antigène urinaire, si elle est négative, de toute façon, il faudra mettre en route des cultures si vous voulez en faire le diagnostic. Donc la sensibilité est bonne, 86-93%, très bonne spécificité. Hein. Alors on peut augmenter la sensibilité, on a donc un système qui permet de filtrer les urines. Pardon, c'était avant, c'est pas grave, on a un système de filtration des urines, donc de filtration-concentration, qui augmente un petit peu la sensibilité. Et que d'autre part,
vous avez une bonne corrélation. Plus la pneumopathie va être sévère, plus, si vous voulez, l'expression d'antigène de Legionella pneumophila sera positive. Hein. C'est un test qui n'est pas négativé à la suite d'une antibiothérapie. Par conséquent, si vous voulez, il faut savoir un petit peu à quel moment on applique ce test. Alors, il est bien évident que ce test a un très grand intérêt, compte tenu du fait que la recherche de Legionella, peut-être par PCR, mais habituellement on le fait par culture, hein, c'est une maladie à déclaration obligatoire, se fait sur des milieux particuliers, d'où l'importance de bien marquer la demande de Legionella pour le clinicien, et que c'est une recherche qui peut demander 1 mois. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que le test de diagnostic rapide sur l'antigène urinaire est un test qui est couramment pratiqué. Alors, par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de rechercher peut-être des antigènes dans le cadre d'une méningite. Donc, c'est dans le cadre d'un liquide céphalorachidien, et en particulier, je crois qu'il faut citer la recherche de méningocoques et accessoirement de pneumocoques. Donc les principes sont les mêmes. Vous avez vous voyez, le type de bandelette ou savonnette. Pour les méningites, je pense qu'il existe à l'heure actuelle plusieurs tests, et je crois qu'il faut citer les travaux de Pastorien, en particulier du CERMES, l'Institut Pasteur de Paris, et en particulier le travail de Suzanne Chanteau, hein, qui a montré la possibilité de rechercher des antigènes méningococciques, donc par un test d'immunochromatographie sur bandelette. C'est des anticorps monoclonaux, c'est des anticorps qui ont une spécificité, et en particulier, qui sont dirigés vis-à-vis des méningocoques du groupe A, du groupe C, et puis certains sérotypes particuliers, si vous voulez, qu'on voit plus rarement en France, par exemple Y et W135. Hein. Donc c'est un test qui est très utile, très rapide au lit du malade, et qui présente l'avantage d'avoir des réactifs simplement à mettre au frigidaire pour pouvoir les conserver. Hein. Donc vous avez ici, si vous voulez, le travail plus récent d'une thèse. Ils ont recherché, je dirais, à définir la sensibilité et la spécificité, la valeur prédictive positive et celle négative vis-à-vis du LCR, du sang, c'est du sang capillaire, et des urines. Malheureusement, il faut quand même avoir à l'esprit que la détection est très supérieure si on regarde ces paramètres définis lorsqu'il s'agit d'un LCR. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, il faut savoir que bon, sur le sang capillaire, on aura une moins bonne sensibilité. Bon, il existe d'autres tests plus anciens, par exemple, vous avez le Pastorex, hein, en particulier ici, vous avez des valeurs qui concernent la sensibilité et la spécificité. Je vous ai mis 2 références bibliographiques, donc c'est des tests relativement anciens qu'on utilise et qui marchent très bien. Alors, il y a des tests diagnostiques rapides qui, à l'heure actuelle, en présentent un grand intérêt. Nous, en France, on n'en a aucune expérience parce qu'il s'agit de grandes maladies épidémiques qui ont disparu, même si je me souviens du professeur Mollaret de l'Institut Pasteur de Paris, grand spécialiste de la peste, qui avait toujours l'habitude de nous dire, vous savez, la peste, il y a quelques heures de Boeing de Paris. Donc nous, biologistes, il faut être prévenus. On peut très bien avoir un malade qui présente ce type de maladie. Bon, il n'empêche que la peste, on ne l'a peut-être pas en France ou dans certains pays européens, mais on l'a dans certains pays méditerranéens comme l'Algérie. Je me souviens il y a quelques années d'une épidémie. C'est une maladie qui est très contagieuse, en particulier lorsqu'il s'agit de la peste pulmonaire. Lorsqu'on regarde ici la carte de l'OMS, puisqu'il y a une surveillance au plan mondial, vous avez ici en jaune les cas humains, la peste animale. Eh bien, Madagascar connaît particulièrement bien ce problème, mais si on regarde certaines autres régions du sud-est asiatique, on voit, si vous voulez, qu'il s'agit d'une maladie qui est présente dans un certain nombre de pays, et donc il faut bien connaître. Alors, on sait que, si vous voulez, lorsqu'on fait un traitement tout simplement à base de streptomycine, vous avez des taux de mortalité qui sont relativement faibles. Et d'autre part, il est intéressant
de savoir si on peut utiliser ces tests de diagnostic rapide vis-à-vis du réservoir animal. C'est une grande zoonose et le réservoir animal est constitué par des rats, donc des rongeurs, et donc par exemple aux États-Unis, dans certains États comme l'État de l'Arizona, l'État d'Utah, vous avez des réservoirs sauvages, vous avez en plus par exemple les prairie dogs. Donc si vous voulez, il est aussi important de savoir là si on a la possibilité d'utiliser un test très rapide, spécifique, avec une bonne conservation des réactifs. Hein, et que par ailleurs, c'est un test qui peut être là, dans ce cas-là, la bandelette qui a été proposée par les gens de l'Institut Pasteur de Madagascar, en particulier l'équipe de Lila Allison, montre, si vous voulez, qu'il est beaucoup plus sensible. Donc c'est un excellent test, et en particulier, vous avez la possibilité de l'utiliser dans le cadre de la paléomicrobiologie ou de la paléobactériologie. J'ai rajouté une diapositive, vous inquiétez pas, on va vous remettre le dernier diaporama, vous pourrez voir, disons, cet exemple de détection grâce à la bandelette de paléobactériologie. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai le doigt devant, non? Non, c'est bon. Bon, voilà ici, donc j'ai retrouvé un diaporama, voilà ici une bandelette positive, une bandelette négative. Donc il s'agit, disons, techniquement de la même technique, et en particulier lorsqu'on regarde le premier travail d'après publié par Chanteau et Allison, on s'aperçoit que la détection de l'antigène F1 et Yersinia pestis descend jusqu'à 0,5 nanogrammes. C'est un test donc très rapide, 15 minutes. Par ailleurs, dans cette publication, ils avaient vérifié la stabilité de la bandelette, en particulier 60 degrés pendant 21 jours. Et d'autre part, si vous voulez, ils ont démontré une sensibilité, une très bonne spécificité, puisqu'elle était de 100%. Par conséquent, si vous voulez, on considère que c'est aussi un test très bon, puisqu'il augmente de 41%, de 31%, les échantillons cliniques, soit visés, qui avaient été regardés par des techniques de bactériologie classique ou par le test ELISA. Hein. Donc vous avez ici un excellent test et qui est maintenant utilisé. Alors par ailleurs, les valeurs prédictives positives et négatives, 90,6% et 96,7%. Donc les premiers résultats ont montré que c'était un test qui était donc très utile. Alors, je vous ai parlé de l'excellente qualité de ce test et j'ai trouvé un test de dépistage de la peste par les archéologues. Nous nous intéressons, certains, en particulier mon collègue de Marseille, le professeur Didier Raoult, a démontré qu'on pouvait rechercher la bactérie ou l'ADN bactérien, par exemple, dans la pulpe dentaire ou dans l'os. Et que par conséquent, cette technique, la détection ici de l'antigène F1 de Yersinia pestis, a été mise en évidence, cette détection positive, à l'aide du test de bandelette, dans le cadre de sépultures de pestiférés qui allaient du XVIe siècle au XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant de voir l'application de ces bandelettes dans le cadre de la paléomicrobiologie. Donc, c'est très simple, on n'a pas besoin de faire de la PCR, il suffit de disposer de ces bandelettes. Alors, à l'heure actuelle, si vous voulez, le test peut aussi être utilisé. Il y a un travail, malheureusement, je n'ai pas rajouté la référence, il s'agit de l'équipe de Allison, qui a donc proposé un test très simple, de 2 tests d'immunochromatographie pour la détection maintenant des anticorps. Malheureusement, si vous voulez, là, je n'ai pas aucun recul et par conséquent, je n'ai pas eu le temps de lire attentivement. Et puis, je me suis dit que nos collègues de Madagascar pourraient en parler à cette occasion et nous dire, disons, tout le bien qu'ils pensent de ces tests. Alors, vous avez aussi une grande maladie. Pour nous, le choléra, en particulier, si on pense à ce qui se passe en ce moment à Haïti, on en est à presque 4000 morts. Donc le choléra, ce n'est pas une maladie, même si là-haut, dans l'Europe, la vieille Europe, on est tranquille, c'est très rare, mais de temps en temps, on a du choléra chez des enfants qui viennent de l'Afrique du Nord, du Maroc, par exemple. Hein. Donc, le choléra est une maladie très importante. Hein. Si on regarde les résultats,
et la carte de l'OMS, 300 000 cas, 10 000 morts en 98. Donc ce n'est pas une maladie qui a disparu. Là encore, c'est une maladie très contagieuse, épidémique, et que donc il est important d'en faire la détection le plus rapidement possible. Et donc nous savons, si vous voulez, que la méthode bactériologique est un petit peu longue, et par conséquent, on va avoir l'intérêt de pouvoir détecter très rapidement, je dirais, cette maladie qui, en absence de traitement, a une mortalité qui varie de 20 à 50%. Donc, c'est absolument impératif de prendre rapidement en charge, si vous voulez, ce type d'infection bactérienne et de détecter s'il s'agit d'un vibrio choléré, en particulier de sérogroupe O1 et le O139, qui est un groupe qui émerge. Bon. Et donc, il faut détecter, puisqu'il n'y a pas de protection croisée, ces deux types de sérogroupes. Et en particulier, si possible, dès le début de l'épidémie. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme résultat à l'heure actuelle? On sait, là encore, vous avez les résultats de NATO, toujours pareil, de l'Institut Pasteur de Paris, qui a travaillé en collaboration, je crois que c'est avec les collègues du CERMES au Niger, ont permis de détecter, et d'autre part au Bangladesh, ces deux types de sérotypes directement dans les échantillons de sel. On sait qu'en général, le choléra, c'est une émission afécale de sel. On peut perdre 30 litres d'eau par jour. Donc, si vous voulez, vos sels sont très liquides. C'est relativement facile de déposer sa bandelette, d'imprégner sa bandelette de sel. Hein. Donc le principe est le même, c'est de l'immunochromatographies sur membrane, hein, c'est des anticorps monoclonaux anti-lipopolysaccharides, donc de ces deux sérogroupes de vibrio choléré. Hein. Alors les performances, en particulier lorsqu'on regarde ce premier travail, très bonne spécificité, hein, la spécificité dans les selles 97%, hein, et 96% pour O139. Très bonne stabilité à température ambiante, donc c'est très important. Hein, c'est un test rapide, il est simple, il est pratique au lit du malade, sur les selles. Bon, on peut les diluer dans du tampon tamponné ou pas, voilà. Hein, donc voilà un très bon test. Alors, est-ce qu'il y a d'autres étiologies dans les diarrhées? Malheureusement, oui. En particulier, nous sommes toujours très attentifs de certaines diarrhées très liquides. Hein, ce n'est pas le même aspect. Par exemple, la Shigella flexneri 2A, on sait que c'est un agent qui est très connu. Malheureusement, on n'aime pas beaucoup voir ces selles arriver dans un laboratoire. C'est une Shigella, c'est une dysenterie bacillaire. Hein. C'est donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, une diarrhée qui a une expression clinique beaucoup plus importante. Et donc, est-ce qu'il existerait? Malheureusement, j'ai téléphoné plusieurs fois à NATO, à Pasteur Paris, pour savoir, parce que j'ai rien vu en publication concernant cette bandelette. Apparemment, il y a une bandelette qui existe pour détecter non seulement Shigella flexneri 2A, mais Shigella dysenteriae. Vous avez d'autres tests de bandelettes qui peuvent détecter maintenant une toxine, c'est-à-dire en particulier Clostridium perfringens. En particulier, il y a un test d'agglutination. Et puis, vous pouvez aussi détecter, dans le cas d'une colite pseudomembraneuse, suite par exemple à une antibiothérapie, Clostridium difficile, c'est un germe, si vous voulez, qu'on isole, qu'on rencontre dans le cadre, par exemple, d'épidémies de diarrhée en milieu hospitalier. Donc, c'est dans les pays très développés, on rencontre fréquemment, et par conséquent, on est très content de pouvoir utiliser des tests très rapides, donc des bandelettes, et en particulier qui vont détecter la toxine. Hein. Alors, vous avez ici le cas de la publication donc, concernant le diagnostic d'une diarrhée à Shigella flexneri 2A. Donc, c'est le principe, c'est la détection dans une selle, et qu'en particulier, tiens, ça ne ressort pas beaucoup. Vous avez ici, donc, c'est la détection encore d'un lipopolysaccharide de sérotype 2A. Vous pouvez détecter une concentration aussi faible que 20 nanogrammes par millilitre. Hein. C'est un test rapide, 15 minutes. La sensibilité, elle est de l'ordre de 10 puissance 7. Spécificité 100%. Sensibilité 99%. Hein.
pardon, excusez-moi, la spécificité sensibilité, 99%, 91,5%. Par conséquent, ces premiers résultats démontrent, si vous voulez, qu'on a un très bon test. Alors, on a assez de recul pour la détection des toxines de Clostridium difficile. Je vous ai mis ici une étude, disons, qui est peut-être un petit peu plus ancienne, qui montre, si vous voulez, en fonction des réactifs, un petit peu, je dirais, les pourcentages de sensibilité, de spécificité, les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Donc, il y a des variations. Bon, nous, on utilise le test triage. Alors, en ce qui concerne peut-être les diarrhées, ou mieux, enfin, je veux dire, malheureusement, il y a une diarrhée dans le cadre de la fièvre typhoïde. C'est une septicémie avec une bactériémie continue. Donc, la fièvre typhoïde est une maladie qui est importante, je dirais, pas dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement, et qu'il est très intéressant de connaître l'existence de tests de diagnostic rapide. Et dans ce cas-là, on sait par exemple que le sérodiagnostic de Widal-Félix est utilisé. Hein. On va rechercher des IgM ou des IgG, et donc il existe un test de détection, je dirais, indirecte, donc un petit peu a posteriori. On va rechercher des immunoglobulines. Il n'empêche que pour nous, c'est une coproculture, c'est une série d'hémocultures pour faire très rapidement le test de typhoïde. Néanmoins, si vous voulez, dans le cadre de la détection d'un foyer, il peut être intéressant d'utiliser ces différents tests qui sont indiqués ici. J'ai marqué aussi la sensibilité et la spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives pour ces différents tests. Et on voit qu'il y a certains tests, il y a des variations, ce n'est pas des textes, voilà. En particulier, pour ce test-là, on a des valeurs qui sont relativement satisfaisantes. Mais en fait, il s'agit d'une détection d'anticorps et qu'en fait, il vaut mieux détecter IgG et IgM, hein, compte tenu de ces valeurs prédictives positives ou négatives. Alors, il existe d'autres tests de détection rapides. En particulier, je dirais, l'OMS a publié tout un rapport très intéressant pour les tests de diagnostic rapide de la syphilis, hein, donc liés à Treponema pallidum, et en particulier ceux qui sont intéressés, vous lirez attentivement ce rapport de l'OMS. Ce qui est intéressant, on peut avoir une bonne sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives, et là, il est intéressant, c'est qu'elle augmente quand la prévalence de la maladie est plus importante. Hein, et que par conséquent, si vous voulez, ça va dépendre un petit peu des pays pour savoir dans la stratégie de détection de cette maladie, si vous voulez, l'intérêt de ces tests de bandelette par bandelette ou savonnette. Par ailleurs, la leptospirose, c'est une maladie qu'on connaît bien. Moi, je me souviens en Polynésie, au Cambodge, c'est des maladies, si vous voulez, qui sont souvent évoquées, qui est important. Comme c'est des zoonoses, il y a un réservoir lié à des rongeurs qui vivent au bord d'eau douce en particulier. Il est intéressant de détecter très rapidement la leptospirose. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de travaux. Je vous ai indiqué ce travail ici avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Alors, les tests de diagnostic rapide, on a vu quand même, il y a tout un champ d'application pour des maladies épidémiques graves dont il faut faire le diagnostic le plus rapidement possible. On a vu ces exemples en bactériologie. Alors, on m'a demandé de traiter un petit peu la parasitologie et la virologie. Alors, je vais m'excuser en disant, je ne suis pas compétent, hein, parce que nous avons une spécialité qui est la bactériologie et on trouve que c'est déjà très difficile d'être compétent dans un seul domaine. Néanmoins, je vais simplement indiquer que les tests de diagnostic rapide en parasitologie, la première maladie qui vient à l'esprit, c'est la malaria ou le paludisme. Je me souviens, lorsque j'ai des gardes en bactériologie dans un CHU parisien il y a 40 ans, j'étais un peu paniqué lorsqu'on me demandait de rechercher l'agent du palu ou les agents par la technique de goutte épaisse. Parce qu'on savait que ce n'était pas très facile, mais à l'époque, c'était l'examen de référence, hein, examen microscopique, était long, c'était compliqué, comme en même temps on avait des LCR qui arrivaient,
on avait l'impression qu'on allait, on avait, je dirais, la tête sur le billot, il fallait tout de suite répondre et ce n'était pas facile. Alors maintenant, on a beaucoup de chance, vous avez un test d'immunocapture qui se fait sur le sang total. Donc voilà ici un nouveau prélèvement. Alors je vous ai mis par exemple ici 2 exemples de réactifs. Il existe beaucoup de réactifs. Ils vont détecter un antigène circulant, par exemple la protéine HRP2, hein, de Plasmodium falciparum, peut détecter aussi l'antigène commun des autres Plasmodium. Hein, et d'autre part, dans ce réactif, vous avez aussi l'enzyme, la lacticodéshydrogénase de falciparum et celle d'autres Plasmodium. Hein. Donc ça dépend un petit peu des réactifs. Donc c'est des textes très faciles à réaliser. Hein. Par ailleurs, on peut différencier en fonction des tests qu'on utilise l'espèce. Et si on regarde un petit peu la littérature, très bonne sensibilité, très bonne spécificité, très bonne valeur prédictive positive et valeur prédictive négative. Donc, si vous voulez, les gens qui ont l'expérience en pays tropicaux savent que ce test présente un intérêt. Donc, il est facile à pratiquer au dispensaire. Et donc, malheureusement, ben oui, on a toujours l'éternel problème. Si on fait le test un petit peu trop tôt, on peut être dans le cadre d'une parasitémie trop faible, donc pas de détection. On peut avoir un train peut en cacher un autre, donc il faut faire attention dans l'utilisation des tests. Voilà. Et d'autre part, on peut avoir un test positif hein, lors d'un traitement, alors que les parasites ne sont plus visibles dans le sang. C'est-à-dire que malheureusement, la sensibilité peut jouer et qu'en général, si vous voulez, on va être obligé de mettre en route d'autres tests. Par exemple, pour nous, si on veut diagnostiquer un paludisme, on ne va pas se contenter d'un test de diagnostic rapide sur bandelette. Alors, en parasitologie, moi, je n'ai pas d'expérience, donc apparemment, il y a d'autres tests possibles concernant la leishmaniose viscérale, dans le cadre de diarrhée, par exemple la jardiose ou la cryptosporidiose. Hein. Donc, c'est des tests qui se font directement sur les selles. C'est des tests d'immunochromatographie. Accessoirement ELISA, et bon, on retrouve les autres caractères, tests de détection rapide et conservation facile des réactifs. Alors, en ce qui concerne la virologie, j'ai trouvé une excellente revue, en particulier signée par Yves Buisson. Le seul ennui, elle est de 2003, donc il faudrait en faire une nouvelle pour voir, je dirais, quels sont les tests de diagnostic rapide utilisables en virologie. On peut voir ici, sur une partie d'un tableau que j'ai mis, on peut en particulier les utiliser dans le cadre de diarrhée, mais de diarrhée virale par exemple chez l'enfant, en particulier liée à la multiplication d'un rotavirus ou d'un adénovirus, et que selon les réactifs, vous pouvez avoir aussi la détection possible des 2 virus ou des 2 familles de virus. Donc il existe de très nombreux tests. J'ai essayé un petit peu d'actualiser ces tests de diagnostic rapide rotavirus, adénovirus, dans le cadre aussi d'infections respiratoires, les orthomyxovirus influenzae, le virus syncytial et respiratoire. Vous avez aussi dans le cadre d'une mononucléose, et bien évidemment, on connaît l'intérêt des tests pour la détection de malades séropositifs, donc VIH+, et d'autre part, vous connaissez beaucoup mieux que moi cette maladie en zone tropicale qui est la dengue. Alors, le seul ennui, j'ai passé toute une journée à essayer d'actualiser dans le cadre du dépistage des hépatites. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de résultats, ce qui fait que peut-être le champ d'application actuel va être pour ces premiers virus. Alors, je vous ai marqué dans ce tableau, on détecte l'antigène, oui, antigène, ou non, c'est-à-dire qu'on détecte des anticorps, par exemple des IgM en particulier. Je vous ai marqué les différentes techniques possibles. Alors, vous avez des techniques d'agglutination avec particules de latex, comme on l'a vu, par exemple, pour les pneumocoques dans les pneumopathies ou méningites. Hein. Vous avez des tests possibles, qui est de l'immunochromatographie sur membrane ou sur bandelette. Très bien. On voit que les réactifs ne posent pas de problème de conservation. Dans la majorité des cas, c'est à 4 degrés. Ben, le produit pathologique dans lequel vous allez rechercher l'antigène va être variable. Ça peut être des coprocultures, il s'agit de diarrhée à rotavirus, adénovirus,
vous allez rechercher dans le rhinopharynx ou des sécrétions nasales pour un virus respiratoire. Et bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'anticorps, vous allez plutôt rechercher dans le sang ou dans le sérum. Ceci se comprend très bien. Alors voilà ici les différents tests, les durées de dépistage, très rapides. Sensibilité, spécificité, on trouve que pour ces premières étiologies, les sensibilités, spécificités sont très bonnes. Donc si vous voulez, il est bien évident que dans une maladie virale, les virologues savent très bien qu'isoler un virus, ça prend du temps. Il faut faire des cultures cellulaires et que donc, par exemple, pour aller à des virus, c'est de 2 à 7 jours. Donc un test de diagnostic rapide sera bien évidemment un avantage. En général, ils ont des bonnes sensibilités, spécificités et en particulier, donc c'est important de faire le diagnostic le plus vite possible afin de diminuer le coût de la prise en charge. Hein, et que d'autre part, un diagnostic rapide va entraîner une meilleure gestion du risque, en particulier pour certaines maladies donc virales contagieuses, par exemple les rotavirus, le virus syncytial respiratoire, etc. Et nous, en France, si vous voulez, par exemple, dans les accidents, on prend systématiquement, on utilise maintenant des tests de détection rapide dans le cas du personnel infirmier ou médical qui peut se contaminer au contact d'un malade qui est séropositif. Donc malheureusement, bien sûr, rien n'est parfait dans ces tests. Toujours pareil, des faux positifs. Hein. En particulier, on va voir que dans le VIH, malheureusement, si vous recherchez des anticorps, vous arrivez un petit peu tard. Et donc, c'est un petit peu l'inconvénient de ces tests de diagnostic rapide. C'est qu'il vaudrait mieux faire une PCR ou une charge virale. Malheureusement, si vous voulez, c'est des tests un petit peu compliqués. Hein. Donc, il peut y avoir des faux négatifs. Par exemple, le sang peut interférer et donner sur la bandelette une sorte de dépôt et on interprète trop rapidement comme étant un positif. C'est un faux positif. Hein. Par conséquent, si vous voulez, il y a des interférences possibles et que malheureusement, un train peut en cacher un autre. On l'a vu pour la bactériologie. Hein. Donc, très souvent, il va falloir confirmer par des tests. Alors, je vous ai mis quelques diapositives en me disant les tests de diagnostic rapide, par exemple, dans le cadre de la détection d'un séropositif dans le VIH. Donc, j'ai trouvé le virologue de l'hôpital de la Pitié, de Saint-Louis, François Simon. Si vous voulez, je vous ai mis, il y a un très bon diaporama. Je vous rajouterai à la fin les adresses pour retrouver ces diaporamas. Fait référence, je dirais, à des évaluations très récentes de ces différents tests de diagnostic rapide dans le VIH. Et en particulier, il précise ici donc les tests rapides, les avantages, les inconvénients par rapport aux tests ELISA, et en particulier de 4e génération. Alors, dans ce diaporama, vous avez ici les différentes techniques de diagnostic. Malheureusement, elles ne sont pas très simples, hein, puisqu'il s'agit de la PCR DNA, RNA, de la détection de l'antigène de la protéine P24, les tests ELISA, et vous voyez ici les tests rapides. Malheureusement, si vous voulez, ils ne vont pas être précoces. Par conséquent, si vous voulez, ceci est une limitation. Alors, dans ce diaporama, il y a les différentes techniques possibles à l'heure actuelle, en particulier sur du sang ici, vous voyez les prélèvements de sang, on peut faire sur des prélèvements salivaires, mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le bon réactif et quel est le bon prélèvement. À l'heure actuelle, il y a des évaluations, en particulier, je vais vous montrer celles qui ont été faites en France. Vous avez ici, j'ai trouvé un rapport de la Haute Autorité de Santé qui évalue différents réactifs, les sensibilités ici, hein, très bonnes, les spécificités d'entre 97 et 100%, hein, sont des réactifs qui sont donc marqués CE et distribués en France. Bien évidemment, si vous voulez, un test de diagnostic rapide à l'heure actuelle n'exclut pas un test de confirmation. Alors, voilà ici des résultats donc, qui sont très intéressants, qui ont été présentés par Jean-Michel Molina, qui est l'infectiologue de Saint-Louis, François Simon, qui est le virologue, et en particulier, vous avez ici une enquête qui est récente, puisqu'elle a été publiée en 2009. Vous avez la sensibilité par rapport au test, hein, et qu'en particulier, le test salivaire, probablement, n'est pas encore suffisamment sensible, et donc vous avez
un nombre de faux négatifs qui va être beaucoup plus important. Hein. Donc je vous ai mis toujours pareil, si vous voulez, ici, les limites de ces tests de détection dans le cadre du VIH, malheureusement, difficulté d'évaluation sur sang total, sur salive, en particulier pour les primo-infections, donc sensibilité moindre que les tests classiques effectués au laboratoire, en particulier les tests ELISA. Il parle de lecture subjective et des faux positifs, en particulier à partir du sang, hein, que d'autre part, bien évidemment, et malheureusement, on n'explore pas en même temps l'hépatite B, par exemple, puisqu'on sait qu'il peut y avoir une association. Donc, c'est des tests qui sont bien, sont très utiles, néanmoins, si vous voulez, ils ont encore des limites qu'il faut bien connaître. Alors, les tests de diagnostic rapide, en particulier par bandelette, je crois que là, j'ai été un peu bavard, mais c'était quand même, pour vous, je pense qu'en situation dans des pays en voie de développement, c'est très important. Hein. Et en particulier, j'ai pris dans un travail de Chanto et Nato une publication, la comparaison en, je pense que les prix actualisés en zone tropicale ou subtropicale, et on voit que les tests de diagnostic rapide, si vous voulez, peuvent se rapprocher tout simplement de la microscopie, voire un tout petit peu de la PCR. Hein. Par conséquent, ils sont, je dirais, compatibles. Le prix des réactifs est donc très compatible et les rend très, très utiles. Et en particulier, dans le cadre d'un symposium qui s'est tenu à l'Institut Pasteur de Paris, Suzanne Chanto et Nato ont présenté, je dirais, un petit peu les avantages des tests de diagnostic rapide et les inconvénients. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une diapositive que j'ai rajoutée, que vous allez avoir dans le nouveau diaporama. Vous regarderez plus attentivement ce qu'on a évoqué précédemment en ce qui concerne l'intérêt de ces tests de diagnostic rapide et leurs limites. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir la recommandation, hein, les PDR, c'est vrai, ce sont des tests qui ont un intérêt en première ligne en zone tropicale, donc dans un certain nombre de pays, et que même si nous, on ne les utilise pas énormément, ce sont des tests qui ont leur intérêt dans le diagnostic biologique d'une infection, qu'elle soit bactérienne, parasitaire ou virale. Alors, je me suis dit, les tests de diagnostic rapide, est-ce qu'il y en a qui ne marchent pas? En particulier, on sait que l'infection du nouveau-né par le streptocoque du groupe B est une infection qui est importante. Et malheureusement, pour le moment, il n'y a aucun test qui, disons, ne marche. Si vous regardez les sensibilités, hein, par exemple, si vous avez une colonisation qui est faible, 13%. Donc c'est incompatible avec une bonne utilisation. Vous avez la référence ici. Alors je me suis dit, est-ce que les tests, il y a tellement de réactifs, lequel est le bon? Malheureusement, vous avez peu d'études qui comparent les différents réactifs. C'est des études qui sont longues à faire, hein, et que par conséquent, c'est un contrôle qui est peut-être utile à l'échelle d'un pays et qu'il ne faut pas se contenter. Nous, par exemple, nous avons une réactovigilance. Dès qu'il y a un problème avec un réactif, on le signale à l'autorité qui est chez nous l'APSAS, hein, l'Agence française de sécurité, et en particulier, j'ai trouvé un résultat très intéressant de 2009. Vous savez qu'en France, on dispose de très nombreux réactifs pour faire le diagnostic d'Helicobacter pylori. Alors, Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est très répandue, très connue, qui est responsable d'ulcères, mais aussi de cancer digestif. Donc, c'est une bactérie qui est quand même systématiquement détectée. Et vous avez ici une enquête de l'APSAS de 2009 qui va rechercher, je dirais, la pertinence des réactifs pour la détection d'anticorps de type IgG ou TOTO. Il y a eu 29 réactifs comparés. Voilà une belle étude intéressante. Vous avez 17 réactifs qui permettent le diagnostic rapide, mais avec un appareil, un automate, donc par la technique ELISA, et vous avez 12 réactifs qui peuvent mettre en évidence des anticorps anti-Helicobacter pylori par une technique d'immunochromatographie ou d'agglutination. Alors les réactifs, vous les avez ici, hein, et en particulier, compte tenu des résultats qu'ils ont observés, dans combien de cas
les performances qui sont annoncées, sensibilité, spécificité, les performances qui sont annoncées par le fabricant de réactifs sont conformes à la réponse de cette étude comparative multicentrique. Vous apercevez, non, 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 hein, dans la plupart des cas, on s'aperçoit que l'enquête a monté 2 oui, et puis comme les fabricants avaient le droit de contester les résultats de l'analyse, ils ont eu le droit au remords. Ils ont refait l'examen quand ça ne collait pas, et il y a un seul fabricant qui a dit oui, j'ai trouvé la raison, etc. Et à ce moment-là, on avait des bons résultats. Hein. Donc vous voyez que c'est un peu inquiétant pour les tests, je dirais, d'agglutination, de s'apercevoir que, ou les tests de diagnostic rapide, les réponses globalement ne sont pas si satisfaisantes que ça. Lorsqu'on prend maintenant les ELISA, hein, techniques de laboratoire avec des biologistes parfaitement formés, on s'aperçoit que les oui-oui sont quand même un peu plus nombreux. Hein. Il y a eu des droits au remords, hein, oui au deuxième essai, et que donc le test ELISA, 65% des résultats par rapport au panel de sérum qui avait été choisi sont satisfaisants pour l'ensemble des réactifs, mais que dans le cas des tests de diagnostic rapide, on ne peut pas dire que ce soit très satisfaisant, 25% de bonnes réponses. Par conséquent, ce genre d'étude devrait être beaucoup plus poussée, elle devrait être faite sur l'ensemble des réactifs pour les différentes pathologies. Et on s'apercevrait qu'il est important d'avoir des contrôles de qualité externes et des contrôles de qualité internes pour être sûr de la validité de ces réactifs. Ceci étant, ça n'empêche pas que si les réactifs sont bien préparés, hein, les résultats sont excellents. Alors, il existe d'autres tests. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce que maintenant, on va être presque au niveau d'un laboratoire. C'est un petit laboratoire de brousse, c'est vrai, où on va avoir des tests très rapides, avec des réponses en quelques minutes, mais qui vont nécessiter un petit équipement, c'est-à-dire un microscope, même s'il est monoculaire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, il existe des tests simples, moins spécifiques, moins sensibles, peu onéreux, qui sont des tests d'orientation, comme l'examen direct. En particulier, je parle de la bactériologie. Alors un examen à l'état frais, fond noir, ou après une simple coloration, un bleu de méthylène, ou des colorations plus compliquées. Hein. Donc je pense que l'examen microscopique n'a pas perdu de son intérêt. Hein. Tout à l'heure, on évoquait le diagnostic indirect de la syphilis. On sait que la syphilis se caractérise par un champ qui est indolore, qui présente certains caractères. Eh bien, avec un microscope, malheureusement, il faut qu'il soit équipé pour voir les bactéries en fond noir, c'est-à-dire que par un système de réflexion de la lumière particulier, on va essayer de mettre en évidence sur directement en quelques minutes, je dirais, la présence de cette bactérie spiralée, des spires régulières, donc Treponema pallidum, l'agent de la syphilis. La gonococcie est une maladie très répandue, je dirais, dans un certain nombre de pays, et que, en particulier chez l'homme, le diagnostic est relativement facile. Hein. Nous, on le fait dans les centres de diagnostic, des centres de dépistage anonymes et gratuits en France. Hein. C'est une technique classique. On fait une coloration simple en un temps. On prélève le pus au niveau du méa urinaire. On fait un frottis très simple, très fin sur une lame de verre. On colore par un colorant bleu, le bleu de méthylène. Et on regarde, vous avez des polynucléaires avec cette image très caractéristique de Neisseria gonorrhoeae qui est présente sous forme de diplocoque un petit peu aplati. Donc le diagnostic bactérioscopique est relativement simple, il est rapide. Hein, un petit peu plus compliqué, si vous voulez, dans le cadre du diagnostic chez la femme. Alors vous avez des techniques un petit peu plus complexes, au lieu d'être en un temps, vous avez les techniques en 2 temps. Vous colorez vos bactéries en particulier par un colorant violet. Hein. Ensuite, vous fixez et vous décolorez par l'alcool ou l'alcool acétone. Et puis, si les bactéries se décolorent, vous allez recolorer par un colorant qu'on appelle rouge, qu'on appelle de la fuchsine. Et donc, on fait à ce moment-là un distinguo, vous savez, chez les bactéries. En particulier, les grammes plus sont colorés par le violet de gentiane, les grammes moins sont colorés par la fuchsine. Et donc, si vous voulez, on a ce type de réponse. Voilà, ici, on regarde la disposition des staphylocoques. C'est des grammes plus en amas, donc cinémoculture. Là, c'est le plus du rétrite, coloration de grammes. Vous voyez ici
vos différents polynucléaires et vous retrouvez cette image caractéristique qui permet le diagnostic bactérioscopique. Alors, c'est là où commence peut-être la différence entre le nord et le sud, c'est-à-dire que nous, maintenant, nous avons des automates de coloration de grammes qui permettent d'augmenter la productivité. Alors, la coloration de grammes est donc très importante pour un examen cytobactériologique des crachats avec des diplocoques un petit peu allongés, je dirais, avec une capsule, c'est du pneumocoque. Vous pouvez avoir dans un prélèvement de gorge, ici, des grammes plus en chaînette, c'est du streptocoque, etc. Donc pour nous, c'est un examen très important. Ce n'est pas parce qu'il est vieux, il existe depuis plus d'un siècle qu'il est mauvais. C'est un examen qui doit être fait avec rigueur, mais surtout, il faut bien observer, je dirais, ces produits pathologiques. Et malheureusement, nos internes à nous considèrent que la coloration de grammes, c'est un truc du passé, ça n'a pas d'intérêt. Je ne crois pas. C'est une technique relativement simple qui prend quelques minutes et qui nous apporte des renseignements très importants à partir de produits pathologiques bien prélevés. Donc il a toujours sa valeur. Alors vous avez des techniques de coloration plus particulières, c'est-à-dire que vous allez mettre en évidence le caractère acido-alcoolo-résistant. En particulier, c'est la détection de bas, comme Mycobacterium tuberculosis. Donc vous avez un microscope. Le seul ennui, si vous voulez, c'est une technique qui est différente de la coloration de grammes ou du bleu de méthylène. Et puis, si vous êtes un peu riche, vous pouvez avoir un système qui va vous permettre d'émettre une lumière fluorescente. Et donc, vous allez faire fluorescer un colorant très particulier qu'on appelle l'oramine. Comme c'est fluorescent dans le crachat, votre frottis très fin, c'est plus facile à chercher. Donc, les laboratoires, je dirais, hospitaliers en France font plutôt de la détection par l'oramine. Alors, les techniques maintenant rapides au laboratoire, il y en a une qui est formidable, c'est la PCR, la technique d'amplification génique, c'est-à-dire c'est un test qui est très rapide, très spécifique, qui est une approche moléculaire, qui peut être une méthode universelle. En particulier, elle va pouvoir identifier, en fonction de l'amorce qui a été préparée, vous allez identifier des bactéries, des champignons, des levures et des virus. Par conséquent, vous pouvez aussi rechercher des gènes de virulence, des gènes de résistance aux antibiotiques. Bon, ben, c'est une technique qui est relativement spécifique, qui jusqu'à maintenant était un petit peu complexe, onéreuse, qui en particulier permet de faire le diagnostic de germes qui poussent en plusieurs jours ou semaines. Par conséquent, a pu être utilisée dans le cadre, par exemple, de la tuberculose. Par ailleurs, elle peut permettre aussi de mettre en évidence des germes qui n'étaient pas connus. Et c'est ce qui a boosté, je dirais, l'utilisation de la PCR dans les années 90. Et puis, formidable, maintenant, vous avez des PCR complètement automatiques et je vais vous donner deux exemples. Et puis, vous avez de nombreuses modalités techniques comme la PCR en temps réel. Donc, le principe de la PCR, lorsque vous avez un gène, c'est-à-dire vous avez une séquence désoxyribonucléotidique, vous avez deux chaînes qui sont antiparallèles, vous séparez ces deux chaînes et à partir, je dirais, de ce qu'on appelle des amorces ou des primers bien choisis, vous allez pouvoir fabriquer de l'ADN par des réplications, je dirais, artificielles avec la DNA polymérase. Et donc après, vous pouvez analyser ce produit d'amplification, par exemple, le séparer par électrophorèse, et compte tenu de sa masse, vous pouvez en effet déjà faire des diagnostics. Et puis, les taxonomistes, en particulier bactériens, faisaient du séquençage. Et donc, avec l'approche moléculaire taxonomique, nous a permis de montrer que pour le gène qui code pour l'ARN ribosomal 16S ou 23S, on pouvait faire des amorces à certaines positions du gène qui pouvaient amplifier n'importe quelle bactérie. Et par conséquent, ceci a permis d'identifier des bactéries inconnues. Donc la PCR en particulier, je me souviens de la formidable publication de Rallman dans le New England Journal of Medicine en 91, qui avait démontré, dans le cadre de malades qui avaient le sida, des ponctions de lésions d'angiomatose. On savait qu'il y avait des bacilles, on n'arrivait pas à les cultiver. Et bien, grâce à la technique d'amplification génique et de séquençage, on a pu démontrer qu'il s'agissait d'une bactérie qu'on a appelée au début Rocallimea, et par la suite, on a pu démontrer que cette bactérie était transmise par l'animal, par exemple le chat, dans le cadre
par exemple, de la maladie des griffes du chat. Donc la PCR a permis dans les années 90 de montrer son intérêt dans des germes qu'on n'arrivait pas à cultiver, peu connus. Et voilà, si vous voulez, le résultat, 18 ans après, vous avez 23 espèces. Je n'ai pas encore regardé les dernières publications de Bartonella. Elles ont des noms, elles ont des réservoirs animaux très variables. Vous avez des transmissions possibles à l'homme. Et donc, grâce à la PCR, on a ouvert un champ concernant la bactériologie avec ces Bartonella. Alors, un deuxième exemple intéressant de la PCR, c'est toujours l'équipe de Rallman, 1992, dans une maladie très rare, une maladie de malabsorption digestive, qui est la maladie de Whipple. Eh bien, on savait qu'il y avait des bactéries, par exemple, dans la sous-muqueuse. Eh bien, il a suffi d'amplifier, de séquencer et de démontrer que, probablement, l'agent de la maladie de Whipple était une bactérie en amplifiant le gène qui codait pour l'ARN ribosomal 16S. Donc, ça a été, je dirais, un fantastique développement possible de la PCR. Et en particulier, à l'heure actuelle, on utilise la PCR couramment pour détecter certains streptocoques du groupe B, en particulier des clones hypervirulents. On utilise des PCR multi-haute possibilité, ce qu'on appelle des PCR multiplex, par exemple pour le diagnostic de germes dans la pneumopathie, Legionella pneumophila, Legionella amygdalae, Chlamydophila, pneumonie, mycoplasma. Donc vous voyez que la PCR est un domaine d'application extraordinaire. Alors, je voudrais terminer la PCR, voilà, qui donne de l'espoir aux pays pour lesquels, si vous voulez, compte tenu du manque d'infrastructures des laboratoires, on pourrait, je dirais, utiliser la PCR dans un dispensaire de brousse. En particulier, l'OMS vient d'approuver, le 8 décembre 2010, un nouveau test pour le diagnostic de la PCR. Alors, je vous ai indiqué la publication de septembre 2010. C'est un appareil qui est complètement autonome. Et en particulier, si on veut faire le diagnostic de la tuberculose, c'est une maladie contagieuse. Et qu'en particulier, nous, on sait qu'au laboratoire, lorsqu'on veut rechercher le bacille de corps, on fait très attention. On a donc des lunettes, des blouses, on a des hôtes à flux laminaires, etc., etc. Et là, vous avez un appareil qui est complètement autonome. Il suffit de faire le prélèvement et 90 minutes après, vous savez si c'est un Mycobacterium tuberculosis et par ailleurs, est-ce qu'il est sensible à l'isoniazide ou résistant de même qu'à la rifampicine. Bon, le seul ennui, c'est que c'est un appareil, probablement, je ne connais pas le prix, mais à mon avis, il doit être plus de 100 000 € au moins en France. Donc vous avez ici votre prélèvement, vous allez un petit peu l'homogénéiser, vous allez après stérilement introduire dans un système un dispositif plastique, probablement, je ne connais pas l'appareil, et après vous l'introduisez dans l'appareil, vous allez boire un café, vous revenez, vous avez le diagnostic. Donc on a ici un système complètement automatisé, je dirais, d'identification d'une tuberculose par PCR. Alors, le temps presse, je ne vais pas étudier avec attention ces résultats concernant la sensibilité, la spécificité, et d'autre part, la sensibilité et la spécificité pour la détection de la rifampicine ou de la résistance à l'isoniazide. Donc, vous avez ici un mode, une PCR possible. Il suffit d'avoir l'électricité, une tension suffisante, et donc apparemment, vous avez peu de risque de contamination. Et puis, Jean-Luc Guédon m'a envoyé un papier que je n'avais pas vu parce que je ne suis pas virologue, et donc qui concernait, je dirais, la même possibilité dans le cadre du diagnostic d'une infection respiratoire à H1N1. Voilà ici l'appareil, ce n'est pas le même. Seul inconvénient, si chaque fabricant fabrique un appareil pour une PCR complètement autonome pour un seul diagnostic, on va avoir des problèmes de budget de fonctionnement. Voilà. Donc la PCA est une méthode de diagnostic rapide qui est en train, je dirais, de se vulgariser et c'est une très bonne chose parce que ça nous laisse quelques espoirs. Donc vous regarderez le résumé. Par ailleurs, je vous ai mis un exemple de puce. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans ces techniques d'hybridation, je dirais, qui permettent d'explorer. Nous, on utilise couramment en Europe une puce. Il y en a très peu, en particulier chez le staphylocoque doré.
Voilà tous les gènes de résistance aux antibiotiques qu'on peut détecter. Vous pouvez même détecter des gènes de virulence, comme la leucocidine de penton-valentine, des entérotoxines. Donc vous avez la détection de 90 gènes, soit de résistance aux antibiotiques, soit des gènes de virulence. Malheureusement, ça coûte plus de 25 €, donc c'est pas encore rentré dans le domaine, je dirais, courant d'utilisation, mais je pense qu'il y a un espoir possible. Le seul ennui, c'est qu'il faudra des automates à côté pour la détection. Alors, j'avais mis quelques exemples, si vous voulez, mais ça intéresse pas forcément nos jeunes collègues. Hein. En particulier, je voulais montrer l'évolution des méthodes de diagnostic, mais au laboratoire. Hein. Et par conséquent, c'est des techniques, si vous voulez, qui peuvent être rapides par rapport à la technique de référence.